Vous allez maintenant écouter un podcast du Trio économique. Savez-vous que la version intégrale avec bonus est disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous aurez accès au podcast dès qu'il est prêt, c'est-à-dire probablement environ 3 semaines avant la date d'aujourd'hui. Fait que, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est en Q&A. Dans le fond, c'est des segments qui vous intéressent généralement. Je pense qu'il y a plus d'écoute. Moi, je soupçonne qu'il y a bien du monde qui écoute le podcast juste pour voir si on va parler de leurs questions. Mais bon, ça, c'est une autre chose. C'est une joke. C'est peut-être qu'ils s'attendent à ce que je sois moins généreux pendant le Q&A que pendant... Ou peut-être que dans le fond, il y a plus de monde qui écoute les Q&A parce que tu te forces un peu à répondre dans dedans de 5 minutes. Fait que c'est plus écoutable. Qu'est-ce qu'on fait? Gabin, on va tester l'hypothèse. J'ai pas le droit de parler plus que 2 minutes par question. Genre, il faut que je réponde à la question en 2 minutes. Ouais, tu m'as barre haute un peu, je trouve. T'es pas capable. Je suis capable. Fait qu'on start avec la première tout de suite. Yes, ben dans le fond, c'est le 30e podcast déjà quand même. Ça fait... Ouais, c'est surprenant. C'est quand même pas pire. J'ai vu aussi on avait la rétrospective là, de Anchor aujourd'hui. On voyait ça passer. Peut-être que je mettrai des captures d'écran quand ça sera en vidéo. On voyait, mettons, il y a 105. Il y a des gens qui écoutent dans tant de pays. Il y a des gens qui écoutent à telle place. Puis il y a du monde. Il y avait 105 personnes là, que c'est vraiment eux autres des hardcore users là, qui écoutent. Presque tous les podcasts du début jusqu'à la fin. T'en as d'autres qui en écoutent un ou deux, puis ils se promènent. Mais c'est le fun, pareil, de voir les habitudes de consommation des gens comme ça, sur ce qui les intéresse un peu plus. Puis, pourquoi puis on est rendu à peu près à 1500 auditeurs réguliers par capsule. C'est des podcasts quand même d'1h30. Donnez une idée, là, ceux-là qui l'écoutent sur YouTube, quel genre de revenus ça donne. Les YouTubers, d'habitude, ne sont pas très transparents là-dessus, mais moi, vous savez, l'argent, c'est pas un tabou. Là. Présentement, là, à chaque fois qu'on met... Non, pour vrai? Non, pas vraiment. J'aurais jamais cru qu'un gars qui a écrit d'endetté à millionnaire, c'est... je suis surpris. Parlez-y jamais de sa relation avec sa mère, mais l'argent, ça se passe. Non, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui écoutent le Doc Mayou aussi. Là. Moi, je veux savoir à propos de sa mère. Là, je suis intéressé. C'est déjà en train de déraper. Ouais, c'est parfait, on aime ça demain. Ouais, c'est ça, on va chercher à peu près 1500 auditeurs par mois, puis sur YouTube, ça tourne aux alentours de 850 à 900 auditeurs pas par mois, mais par capsule. Ça nous donne environ tout près de 20$ de revenus avec les publicités que vous écoutez, ou bien non, ceux qui ont enlevé les publicités grâce à Premium, ce que ça nous donne en revenus à peu près pour chacune des capsules. Fait qu'on n'est pas encore payé au salaire minimum pour faire le trio économique, mais ça donne un peu une idée. Puis quand on vous disait au début comment c'était long construire un podcast, quand on veut être sérieux à faire ça, vous en avez un bon exemple. Je veux dire, on croit tout le temps, il y a toujours de la croissance. Puis c'est grâce à vous, puis vous en parlez dans votre entourage, vous faites des likes sur YouTube, vous partagez un peu tout ça, vous vous abonnez à Spotify, des choses comme ça. Ça nous aide énormément, mais il faut vraiment prendre le temps, il faut être très, très, très patient. Puis c'est la raison pourquoi il y a autant de podcasts qui meurent aussitôt. C'est qu'avant de voir des résultats qui commencent à être tangibles, je veux dire, là, présentement, là, si on se payait vraiment là, avec l'argent qui est généré par YouTube, on ne serait pas encore rémunéré au salaire minimum pour faire ce podcast-là. Fait que ça vous donne un peu une idée, puis on tape notre 30e aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait parler anglais, peut-être qu'il faudrait mettre quelqu'un plus beau que Vincent. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour améliorer. Pour l'anglais, je peux aider, mais pour la beauté, je pense. Mais tu pourrais mettre ton jacket rose plus souvent, ça attire les auditeurs. Hey, ça a été le meilleur, hein, by the way. T'es sérieux? Ouais. OK. Bon, écoute, ce que je propose, je vais porter un jaune la semaine prochaine. OK, c'est bon, ça. Puis j'en ai un de Noël aussi. Oh boy.
OK, ouais. Pour l'épisode de Noël. Là. Première question, Frank. Première question. Comme c'est un podcast quand même super sérieux, je vais commencer par une question sérieuse. C'est une question qui a été posée par Pablo. Pablo est en feu, c'est lui qui a posé le plus de questions, fait que je vais au moins en prendre une des siennes, question qu'il n'ait pas tout fait ça pour rien, parce que c'est le fun que le monde participe, on les récompense en prenant leurs questions. Donc, la question la plus sérieuse du jour, quel restaurant recommande Vincent pour manger un bon steak and egg dans la région de Montréal? C'est une question effectivement sérieuse. La réponse, c'est n'importe quelle binerie. Trouve une place là, comme genre, pas une belle province, mais quelque chose qui est pas prétentieux. Qui est genre une dînette de famille, là. Quelque chose qui fait des œufs bacon. Ils lavent pas la plaque trop souvent, sur genre. deux, là. Ouais, mais ils font des trucs aussi, genre qu'après le midi, ils passent à genre à des hot dogs ou des choses comme ça, ou des sous-marins. Mais que c'est pas une belle province, juste une petite coche au-dessus où est-ce que tu peux t'asseoir, tu y vas en famille. Ça, c'est les places qui vont avoir des steak and eggs. Puis tu devrais aller à l'ouest de Saint-Laurent. Donc, tu vas avoir plus de chances de trouver ça chez les Anglos que chez les Franco. Si tu veux un steak and egg, cherche pas quelque chose de prétentieux. Des places bien simples, tu vas les avoir. Moi, je le trouve, ça réussit de Montréal parce que je viens de Saint-Lambert. Et une place qui s'appelle Trio. Ils peuvent me faire un mini steak and eggs. Mais c'est une dînette de famille, puis ça achète chaque fois. Mais comment t'expliques ça, mettons qu'on fait du pouce un peu sur cette question-là, comment t'expliques ça que ce soit aussi peu populaire chez les Franco? Pourtant, on a adopté d'un point de vue culinaire bien des affaires qui viennent de d'autres cultures, puis on s'en rend plus trop compte. Là, le bacon, entre autres. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je te dirais que peut-être qu'une hypothèse, c'est le trio, les hot dogs à 79 cents lundi et mardi. C'est exactement. Tu cherché le restaurant que je vais? Ben oui. Ouais, c'est vraiment bonne place. Pour n'importe qui sur la rive-sud de Montréal. Hey, mais check, c'est 4,9 étoiles pareil sur Facebook dans le review. Mais les gens, OK, regarde, ça, là, c'est l'exemple de c'est quoi que ça fait, tu sais, quand on disait au début du show, c'est important d'être stédé. Ces gens-là, ce restaurant-là, c'est un restaurant pour les Anglos de Greenfield Park, qui est la petite ville anglophone pauvre sur la rive sud, à côté de la ville anglophone riche qui est Saint-Lambert. Et c'était la dînette des travailleurs working class anglophones de la rive sud de Montréal qui allaient là pendant longtemps. Et ce qu'ils faisaient, c'était toujours des roteux à 99 cents. Tu avais 2 roteux 99 cents dans les années 90. Mais ce qu'ils font, c'est que le staff est super gentil, connaissent leur monde, ils rencontrent. Les gens connaissent le staff par leur nom. Pendant la COVID, il y a des gens qui ont donné au restaurant de l'argent pour pas qu'il ferme. Genre, littéralement, dire ben écoute, je vais payer le hot dog 3 fois le prix parce que je veux pas que tu t'en ailles. Tu avais des choses comme ça qui se faisaient. Ça te montre à quel point, des fois, t'ancrer dans la communauté, ça a un effet vraiment important. Ce petit restaurant-là, c'est le meilleur exemple. Puis pour Frank, sérieusement, ma seule hypothèse, c'est que je suis sûr que si on regardait la consommation d'œufs chez les Américains et chez les Québécois, complètement différente sur la consommation à cause de la gestion de l'offre. Ici, la douzaine d'œufs est la moitié du prix que je payais à Montréal. Puis d'ici, c'est pas une ville cheap, là. Donc, je suis convaincu que c'est sûrement une affaire de prix. Puis comme les deux, c'est des compléments, si le prix d'un augmente, la quantité consommée des deux va baisser. Donc, moi, mon hypothèse, c'est vraiment, étant donné l'effet de la gestion de l'offre sur les prix, 20$ que c'est ça la raison. C'est intéressant, pareil, d'analyser les trucs de bouffe avec ce prisme-là. Mais c'est bon, je prends des notes pour mon prochain passage dans ce coin-là. Quelle autre question que je peux poser? On a nos amis des podcasts de garage qui ont posé comme question pénurie de main-d'œuvre, retard de production, manque de matériel, etc. La chaîne de production semble débarquer. Est-ce que ça peut nous sauver d'une récession? Vu que tout le monde travaille et consomme, ou si une récession est inévitable? Des pénuries de main-d'œuvre, ça ne te sauve pas d'une récession. Ça te montre à quel point l'influence de Radio-Canada a été néfaste sur la compréhension de l'économie chez les gens. Ce n'est pas la consommation qui détermine la prospérité d'une société. Ce qui détermine la prospérité d'une société, c'est la productivité.
c'est à quel point tu es efficace dans ta production et que tes différents éléments de production se complémentent bien. Avec ce qui se passe, tant sur par exemple, les politiques qui font que c'est plus difficile de trouver des travailleurs, ce qui se passe, c'est que les compagnies doivent payer plus cher pour les mêmes intrants. Donc, leur productivité, à toute fin pratique, baisse. L'autre chose qui se passe en même temps, c'est que les disruptions dans la chaîne d'approvisionnement font en sorte que tu as des embouteillages, tu as des problèmes pour d'autres industries qui, elles, vont perdre des inventaires qui vont se spolier. Et là, ce que tu vas se passer, c'est que la productivité va baisser aussi. Donc, au final, la prémisse de la question, en fait, ça explique ce qu'on appelle en économie un real recession. Ce n'est pas une récession qui est engendrée par des politiques monétaires, mais par des politiques réelles, donc des chocs de productivité. Ça c'est ce qu'on voit présentement, mais avec ce que la Federal Reserve ou la Banque du Canada fait simultanément, tu as aussi un choc monétaire qui se produit, donc tu as les deux qui se passent en même temps. Mais présentement, je te dirais que je ne pense pas qu'une récession est à l'horizon, mais la reprise qui s'annonçait va être vraiment beaucoup plus lente que ce que ça aurait pu être. Je te soumets une idée aussi, puis ça, c'est dans mon thinking plus de terrain à force de parler à beaucoup de monde. Tu sais, de manière classique, là, oui, l'inflation est de source monétaire, on comprend tout ce bout-là. Puis il y a des interactions, oui, avec la productivité, des choses comme ça, la vélocité de la monnaie, name it. Par contre, souvent, pas d'une récession, mais dans une crise inflationniste classique, les salaires augmentent, le coût de la vie augmente, les salaires augmentent, le coût de la vie augmente. Il y a un peu un cercle vicieux qui se crée de cette façon-là, qui est le symptôme, si on veut, et non pas la source du problème. Par contre, ce qu'on a observé quand même depuis quelques mois, quelques années, c'est parce que tout le monde sont passés où les travailleurs? On a eu une économie moitié pause, moitié rouverte, un peu bizarre. Là. Mais ce qu'on se rend compte au Québec, par exemple, c'est que depuis 2018, il y a 118 000 emplois qui ont été créés dans le public, il n'y en a pas qui ont été créés dans le privé. C'est ça le net sur 3 ans au Québec. Mais ils sont passés où les travailleurs? On ne les a pas vus partir en bateau, on ne les a pas vus prendre leur retraite, toutes ces choses-là. On cherche souvent des humains. Puis une partie de l'explication, c'est que c'est des morceaux de travailleurs qui sont partis dans le sens. Il y a beaucoup de gens qui ont diminué leurs heures de travail. Entre autres, par exemple. Donc, je donne un exemple. Là, si vous êtes 30 employés, il y en a 5 qui sont partis à 4 jours semaine au lieu de 5 jours semaine, ben, il vous manque un employé. Fait que vous avez 2-3 ans plus tard, vous n'avez pas vu, vous êtes encore 30 employés, mais vous êtes dans le jus. Pourquoi? Ben, c'est que là, vous faites l'équivalent de 29 2018 en équivalent. Fait que, on a quand même une certaine marge de manœuvre côté productivité dans le sens que, advenant de l'inflation, causée de sources monétaires, qui est assez évidente là, par les banques centrales avec ce qui s'est passé, généralement, les employés, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est d'aller voir le boss. « Hey, boss, pain de lait coûte plus cher, je veux une augmentation. » Ça se peut-tu que les boss ne les donnent pas tant que ça ou les donnent partiellement, ces augmentations de travail-là, de salaire-là, parce que les attentes vont être un peu plus que pour régler ton problème budgétaire comme employé, tu peux aussi augmenter ton nombre d'heures de travail? Attends. Il y a vraiment des affaires. Premièrement, je ne suis pas un macroéconomiste. Je suis vraiment un micro. On va mettre ça sur la table. Ce que je me définis comme en termes de macro, c'est ce que tu t'attends d'un économiste entraîné, mais je fais pas, surtout que comme je fais de l'histoire économique, je touche rarement. C'est pas tes dossiers. Donc, c'est pas mon dossier. Fait que, surtout dans les affaires modernes, donc au quotidien, de ce que la Banque centrale fait, je ne suis vraiment pas à jour. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de théorie vraiment simple, c'est que quand tu as des politiques monétaires qui augmentent la demande, parce que c'est ça que ça fait, des politiques monétaires, tu augmentes la demande, mais comme les salaires sont fixes à court terme, ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir de l'inflation sur les prix des biens consommés, mais ce qui se passe, c'est que le prix des biens consommés réduit le salaire réel, ce qui fait en sorte que les employeurs peuvent embaucher plus de monde que normalement. Donc, généralement, quand la politique monétaire est expansionniste, tu as une baisse temporaire du chômage en même temps que les salaires réels baissent. Présentement, ce qu'on voit, c'est vraiment, il y a beaucoup de confusion parce que ce qui se passe, normalement, c'est ça que tu devrais observer avec les politiques monétaires.
Mais ce qu'on observe aussi, c'est que les salaires augmentent de manière réelle, mais ce n'est pas à cause de la politique monétaire dans ce cas-ci, c'est à cause du fait que sans que la productivité des travailleurs ait augmenté, on a augmenté le salaire de réservation des travailleurs. Ça veut dire le salaire qu'il faut que tu leur payes pour qu'ils acceptent une job. Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu as une pénurie de travail, mais l'unité de travail est toujours pas plus productive à la marge qu'elle l'était auparavant. Donc, tu as plusieurs effets qui jouent en même temps présentement, puis c'est dur de départager. Le dernier graphique que j'ai vu d'un de mes collègues qui s'appelle William Luther, qui est à l'Université de la Floride, qui lui est un macroéconomiste qui fait des trucs au quotidien, surtout dans la macro du Bitcoin, par exemple, très publié là-dessus. Ce qu'il montrait, c'est que depuis à peu près 4-5 mois, puis ça vient à la question d'Yann, c'est que les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Donc, ça a l'air de refléter la première partie de ce que j'ai dit. Les travailleurs, présentement, ce qui se passe, c'est que l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation a pour effet de réduire leur salaire réel. Donc, les employeurs ont des profits, ce qu'on appelle du relative profit inflation. Donc, eux sont gagnants relativement à ce qu'il y avait auparavant. Mais c'est ça, ce que je vois sur le terrain. soutenable. C'est exactement ce que je vois sur le terrain présentement. Exactement. Au net, ce qui a l'air de dominer, c'est présentement, si le graphique de Will est correct, puis qu'il n'y a pas d'accrochage dans la mesure ou que la mesure est bien définie, puisqu'il y a toujours des problèmes de données qui existent, l'effet monétaire aurait l'air de dominer présentement sur l'effet de choc réel. Maintenant, comme je dis, encore une fois, juste pour les auditeurs, là, je ne fais pas de macro moderne, je ne fais pas de macro contemporaine. Non, mais t'es pas super pour sérieux. moi, en fait, écoute, ma job, c'est de dealer avec des entrepreneurs et des salariés dans ma clientèle, puis c'est exactement ça que j'observe. Les gens n'ont pas nécessairement les hausses de salaire qu'ils aimeraient avoir auprès de leur employeur, et les employeurs, ils ont fait des profits en sacrament. Pour vrai, là. Oui, mais éventuellement, ce qui va se passer, c'est que ça doit revenir. Tu ne peux pas garder ça de manière. Parce qu'une des lois de long terme en économie, c'est que le réel affecte le réel, le nominal affecte le nominal. Et ça veut dire qu'à long terme, si je triple la quantité de monnaie, je n'ai pas triplé la productivité que ce soit. Éventuellement, tout ce qui va devoir se passer, c'est un triplement du niveau des prix. Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'argent à long terme, mais le problème, c'est qu'à court terme, à cause qu'il y a des rigidités, comme par exemple, quand tu signes un travailleur, son contrat il est fixe, mettons, pour 1 an ou 2 ans, ou pour une très longue période, ou si tu es un entrepreneur qui fixe des prix dans ton restaurant, tu ne peux pas changer les prix super facilement, parce que juste c'est par un nouveau menu. Non, mais juste, par exemple, faire un nouveau menu, ça coûte de l'argent imprimer un nouveau menu. Donc, tu as des coûts à changer les prix. Tant qu'il y a des petites frictions comme ça, à court terme, tu peux avoir des situations dans lesquelles la politique monétaire a un effet. La quantité de monnaie, excuse-moi plus précisément, a un effet, mais présentement, je te dirais qu'il y a tellement de choses qui tirent dans plusieurs directions, puis ce qui complique le tout, puis ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le rôle des attentes. Les gens ne sont pas juste en train de maximiser présentement, ils sont en train de maximiser aussi en fonction de la prochaine période. Donc, ce qu'on observe présentement, c'est est-ce que ça reflète le fait que les gens pensent qu'il va y avoir plus d'inflation dans les périodes prochaines ou est-ce que les prix vont recommencer à ralentir, donc décélérer, pas réduire, décélérer. Donc, que l'inflation, au lieu d'aller, ça, pour les journalistes qui ne comprennent pas de quoi je parle, décélérer, ça veut dire que la deuxième dérivée tombe. Pour ceux qui parlent. Tu viens de les perdre encore plus. Ralentir la croissance. Mais ça, c'était pour gosser encore plus les journalistes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la croissance ralentit. La désinflation, en fait, c'est le mot qui est utilisé. C'est que l'inflation ralentit, mais ce n'est pas de la déflation où les prix baisseraient. Oui, mais de toute façon, quand les journalistes parlent d'économie, c'est un peu comme quand les politiciens le font. On n'est jamais trop sûr de ce qu'ils sont en train de raconter. Je regardais une des dernières conférences de presse de notre cher premier ministre et il disait dedans, il dit la preuve que ça va mieux. La preuve là, que ça va mieux au Québec qu'ailleurs, c'est qu'on a une croissance économique plus forte cette année que dans le reste du Canada puis dans le reste des États-Unis. Là, j'étais comme, mais premièrement, c'est un peu normal d'avoir
C'est pas une bonne preuve par tout ça. D'un, mais de deux, j'étais comme, ouais, mais t'oublies de nous dire qu'on est la place qui était le plus lockdownée dans tous ces endroits-là. Là. Jamais, ça serait quand même le fun de le mentionner. Exactement. Tu as vu exactement. Pour expliquer qu'est-ce que tu viens de dire, là, avec un peu plus d'élaboration, c'est que plus ta contraction est forte, normalement, plus ton rebondissement va être fort. Parce que ce qui se passe, c'est que la croissance. Changer de dénominateur. Non, mais même pas juste ça, c'est aussi la nature même de la croissance. La croissance, ce qui se passe, c'est que tu as une tendance de long terme. Et plus la déviation, plus tu t'éloignes de la tendance, plus la force pour revenir à la tendance est puissante. C'est des mots compliqués pour dire que si tu as baissé de 20 tu reviens normal, tu as augmenté pas mal plus que si tu as baissé juste de 5. Ouais, mais non, parce que le meilleur exemple ici, c'est mettons demain matin, tu avais ce qui s'est passé au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, tu as énormément de destruction. Mm-hmm. Right? Mais tu n'as pas détruit le capital intellectuel, tu n'as pas détruit le savoir-faire. OK, fine, il y a du monde qui est mort, donc tu as perdu un peu de capital humain. Mais la croissance va être excessivement rapide parce que tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reproduis ces choses-là, puis on sait comment le faire. Donc, si tu regardes, par exemple, dans les 20 années après pour l'Allemagne puis le Japon, après la guerre, dans les 20 années qui ont suivi, ils avaient des taux de croissance 7, 8, 9 par année des fois. C'était gigantesque, mais c'était tout simplement parce que la guerre avait fait une très grosse déviation. Et donc, c'était facile de remonter, d'avoir des croissances spectaculaires dans ce cas-là. Oui. Mais le lockdown, c'est la même chose qu'une guerre pour un macro. C'est la même chose qu'une guerre. Tu as un arrêt artificiel de l'activité économique, mais pas une perte du savoir-faire qui crée la productivité, la combinaison des inputs. Là, les gens vont juste recommencer à réaccélérer la production, à remettre des installations en opération. Et donc, ce qui se produit, c'est que tu devrais avoir une reprise très élevée. Oui. Donc, mettons quand Legault dit ça, moi, ce que simple. j'entends, c'est que ça veut dire qu'on a souffert en maudit pendant X période de temps. Mais techniquement, en fait, quand tu prends les taux actualisés, ça demande à quel point c'est ridicule. Quand tu prends les taux, genre sur une année, là, les taux de croissance annualisés qu'ils mettent des fois dans les médias, il y a un trimestre où c'était 40 de croissance. C'est juste que, tu as un mauvais base, mais c'est aussi la nature économique, c'est la nature de la croissance économique. Le fait que des journalistes n'ont pas cliqué là-dessus et qu'ils n'ont pas fait un follow-up, dire, est-ce que vous avez un bon journaliste qui a comme... Non, mais juste avec un peu de connaissances mathématiques de base, là, non pas. Ce que tu devrais faire, c'est deux choses. Un, ce que tu fais, c'est que tu detrend. C'est-à-dire que tu prends la tendance de long terme, puis tu enlèves des observations, c'est quoi la tendance de long terme, puis là, tu vas savoir à quel point ta croissance est vraiment... En gros, tu normalises la croissance autour de sa tendance. C'est vraiment simple, vraiment encore plus simple pour que tout le monde comprenne. Oui, OK, c'est vous autres qui avez eu la plus forte croissance. Ouais, je viens d'aller voir, vous étiez les seuls à avoir fermé les chantiers de construction. Fin de l'histoire. Là. Effectivement. Mais écoute, tu recommences la construction, tu as de la croissance. Magie. Non, mais je pense qu'on a établi il y a plusieurs épisodes avec le commentaire de M. Legault sur les salaires et l'immigration que malgré son training exceptionnel comme comptable, il est excessivement limité. Comme il disait lui-même, quand tu ajoutes un immigrant, tu baisses la moyenne. Mais quand on parle avec François Legault d'économie, on baisse la moyenne de compréhension. Ah là là, un peu de manque de générosité, ça fait toujours du bien. Non, mais... on est prêt pour la question sur Patrick Lagacé, c'est ça veut dire? Ah ben oui, pourquoi pas? Allons-y là-dessus. Antoine qui demande, Vincent mentionne toujours vouloir être généreux ou être généreux envers les opinions contraires, car c'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Toutefois, il n'est pas généreux avec Patrick Lagacé et personne d'autre. Quelle est l'origine de cette animosité qu'a Vincent envers M. Lagacé? En public, je te dois générosité juste pour des fins pédagogiques. Si tu m'as montré au moins une sorte de pattern de bonne intention ou de bonne foi, si ce que tu montres, c'est une longue séquence d'actes de mauvaise foi et d'actes hypocrites, je n'ai plus le devoir de t'être généreux. Donc, quand tu te mets à boulier d'autres personnes, à pousser des gens dans des conférences de presse, à prétendre que tu es noble alors que
par exemple, quand il chie sur Éric Duhaime, alors qu'il est exactement comme Éric Duhaime, mais de l'autre bord du spectre politique, l'hypocrisie est gigantesque, mais le comportement est atroce. A tendance à choisir des épouvantails, donc il va y aller avec la stratégie du straw man. On va choisir la version la plus lamentable de l'argument que je veux critiquer. Et là, après ça, je vais critiquer sur cette base-là. Donc, clairement, tu t'es baissé la barre pour essayer de te faire paraître intelligent. Et en même temps que tu as fait ça, tu y vas avec des attaques personnelles, du ad hominem, du pas généreux. Patrick Lagacé a montré clairement que la seule raison pour laquelle il est aussi important dans les médias, c'est parce qu'il est la version Montréal, la presse, Radio-Canada de Jeff Fillion, Éric Duhaime et tous les gens qui le dénoncent. Et il n'en est même pas conscient. Ça, c'est la partie que je ne comprends pas. Donc, je lui dois absolument aucune générosité à cause de son comportement absolument médiocre. En fait, mieux que ça, dans ma tête à moi, le parallèle le plus équivalent de Patrick Lagacé, c'est Éric Zemmour en France. Je trouve ça chien pour Zemmour, honnêtement. Je ne sais pas lequel des deux devrait être le plus insulté de la chose. Il y en a un des deux qui a jamais, il y en a un des deux qui n'a jamais rien écrit, en tout cas. Les deux ont écrit, c'est juste qu'il y en a un qui a écrit des livres. Mais la tradition en France, c'est d'écrire des livres en passant. Les livres, c'est plus valorisé que les articles de journaux en France. Donc, ça reflète juste la différence culturelle. J'espère que les auditeurs ont aimé l'article que je partageais en même temps que tu parlais. J'ai pas regardé parce que je voulais vraiment faire le point sur Lagacé. C'est un portrait dans la journée type de Patrick Lagacé. Donc là, le premier paragraphe. Je suis pas intéressé. Laisse-moi. Non. La question émerge on lui a donné déjà 2 minutes. Laisse-moi. La question émerge au terme d'une étreintante journée de 16 heures après l'écriture d'une chronique, l'animation d'une quotidienne. Comment je ferme le son? Et l'enregistrement d'une émission de télé. Est-ce que Patrick Lagacé a l'impression de courir? Moi, ce genre de publi-reportage, là, ça me fait suer. C'est drôle. Il y a juste Patrick Lagacé qui travaille fort au Québec. Oui, absolument, parce que Patrick Lagacé, lui, quand Lucien Bouchard il a dit travailler, il était là, oui, je suis d'accord. Donc, il fait des journées de 16 heures sans arrêt, Patrick. Fait que grosso modo, ton point, Vincent, c'est que les gens ont droit à ta générosité. Par contre, ils peuvent renoncer volontairement ou involontairement à ce droit-là par leur comportement. Volontairement. Je pense que Patrick Lagacé lui-même le dit que son comportement, c'est peut-être un dérangeant. Il essaie de mettre une belle étiquette sur ce qui est fondamentalement le même comportement qu'Éric Zemmour. Pour moi, les deux, là, je les vois, puis c'est des gens qui ont des opinions qui ont pris de d'autres personnes. Ils ont ensuite, c'est pas de mauvais de prendre l'opinion d'une autre personne puis d'y penser, d'adopter, d'adapter. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est Zemmour fait la même chose avec l'extrême droite, avec des versions de Pétain, avec des versions du bouclier et de l'épée, avec les histoires de Gaulle, reprend ce qui est à son avantage. Mais c'est pas lui qui a pensé, c'est pas lui qui a réfléchi, c'est vraiment du remâché, mais bien remâché et bien représenté sur la place publique. Mais en réalité, être un pigeon, être un perroquet qui répète ce que d'autres personnes ont dit, ça ne qualifie pas à un niveau de substance très élevé. Ouais. La forme est là. Mais après ça aussi, c'est que la manière, par contre, est la même que Zemmour. Polémiste, insultant, blessant, agressant. En fait, des fois, on se pose la question, est-ce que le plaisir, c'est uniquement de choquer la personne? J'en vois pas. Donc, pour moi, je vois les deux comme des équivalences. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je lis des... Ça me fait penser à ça, puisque j'en ai lu un de lui à un moment donné, là, de Patrick Lagacé. C'est des espèces de textes où on fait toutes sortes d'associations, mais tellement boiteuses. Tu te dis, mais qui embarque? Tu sais, je me souviens, il y avait un texte où il parlait justement, je pense que c'était d'Éric Duhaime, puis dans le texte, il disait, il mélangeait lui, Trump, Bolsonaro, le Brexit. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que ça vient foutre ensemble? Mais ton problème, Frank, c'est que toi, tu cherches, puis on le sait, là, pour être vraiment populaire dans les médias, tu dois parler des gens.
Tu ne dois pas parler des idées, tu dois parler des gens. Si tu parles des idées, tu vas être systématiquement moins populaire. C'est plate, là, mais c'est la réalité. Puis un gars comme Pat Lagacé l'a compris à 100 000 à l'heure. Si tu parles des gens, donc, parler des idées conservatrices, c'est pas intéressant. Planter Éric Duhaime, c'est intéressant. Oui, je comprends. Il y en a un qui tu te fais cliquer, puis l'autre, tu te fais ignorer. Fait que, tu sais, quand tu arrives avec un texte que tu fais tous ces amalgames-là, pour un gars comme toi qui s'abreuve de médias à des fins d'alimenter une réflexion ou de regarder les idées parce que tu es un philosophe de nature, tu peux pas comprendre. Par contre, dans notre époque de réseaux sociaux d'aujourd'hui, je veux dire, c'est la recette pour être populaire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que toi, tu penses qu'il fait ça sciemment, même s'il sait que c'est imbécile ce qu'il écrit? Probablement. OK, ouais. Probablement. Je ne sais pas si j'irais aussi loin que ça. Moi, je pense vraiment. Ah, mais il y a une bonne maîtrise des réseaux sociaux, sérieusement. Moi, je suis capable de donner des talents, là, puis ça, c'en est un. Oui, mais je pense aussi, des fois, tu peux te convaincre de ce que tu faisais au début. Tu t'inventes un personnage et tu en viens à croire le personnage. Puis c'est ça le gros défi d'être dans les médias, c'est qu'il faut que tu t'inventes une personne. Et c'est rare que les personnes que tu vois dans les médias, c'est exactement cette personne-là en privé. Je l'ai vu avec plusieurs personnes que j'ai côtoyées dans les médias. C'est complètement... Ceux qui investissent dans un brand sont des personnes vraiment différentes en public qu'en privé parce que le brand est important, parce que le brand, c'est ton revenu. Donc, il faut que tu crois vraiment à ton brand. Il ne faut pas que tu aies l'air d'être un fake. Je peux très bien... Je suis prêt à croire qu'il croit vraiment à ce qu'il fait sans être un cynique au point qu'il en arrive. Mais au final, le résultat est le même. C'est une personne qui ne mérite absolument aucune générosité intellectuelle. Il n'en offre aucune, il n'en mérite aucune. Bon, ça boucle la boucle. Tant qu'à parler de boucle, je vais y aller avec la prochaine question. Puis ça, c'est revenu une couple de fois, même dans les autres Q&A qu'on a fait, puis je ne pense pas qu'on a eu le temps d'en parler. Mais c'est Patrick qui demande, pouvez-vous expliquer c'est quoi le concept de l'économie circulaire? C'est vrai qu'on entend ça quand même souvent. Là, puis il y a beaucoup de gens qui ont questionné là-dessus. Il dit, y a-t-il des avantages à ça et à qui, tu sais, dans le fond, c'est qui a inventé ça? La paternité de ça va à qui, mais ça fait partie un peu des concepts qu'on entend souvent, là, comme le truc qu'on a fait sur le trou de beigne, là, la théorie du donut. Là. Sérieusement, il y a toujours des mots comme ça qui sont sortis, des slogans. Tu avais l'économie casino d'Éric Duhaime. Je suis sûr que si j'allais dans les discours de Jean-Luc Mélenchon en France, je trouverais des équivalents. Le capitalisme sauvage. C'est toujours des étiquettes, des adjectifs comme ça qui viennent avec. 99,9% du temps, c'est des gens qui ne comprennent pas qui comprennent pas la théorie économique, qui n'en ont jamais fait. Parce que la logique d'économie circulaire, c'est en gros, quand c'est présenté, c'est qu'il faut considérer un peu ce qu'on appellerait le capital naturel. Qu'il ne faut pas qu'on détruise la planète, qu'il faut que, par exemple, qu'on ne surexploite pas les pêcheries, qu'on réduise la pollution. Personne ici va trouver ça déraisonnable comme propos. Le problème, c'est que, je vais juste pencher ma main ici. Je vais aller dans mon sac. Oh, regarde! Un manuel d'économie et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres sur ça. Et il y a combien de chapitres juste pour voir? Attends, je veux juste être sûr. Il y a 15 chapitres. Donc, on a 5 chapitres sur 15. Donc, un tiers de la matière ce qu'on appelle Public Sector Economics, qui traite de ces questions-là. Donc, on en parle, c'est juste que c'est du contenu généralement qui nécessite un petit peu plus de temps dans les cours d'économie. C'est des cours généralement que tu peux adopter en 3e année de bac. Généralement, quand c'est donné, ces cours-là, c'est là qu'on voit les externalités.
c'est là qu'on voit, par exemple, c'est quoi le problème de l'externalité. Parce que la pollution, s'il n'y a personne qui en souffre, il n'y a personne qui est là, par exemple. Donc, disons, c'est par exemple qu'on prenne tous nos déchets de la Terre, on les mettait en orbite de la planète Pluto, ben, qui n'est pas une planète, là, mais Pluton, excuse-moi, je l'ai dit en anglais. Ben, et où l'externalité? Il n'y a personne qui souffre. L'externalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit négativement affectée par la production de la pollution. Bon, mais la question, une fois qu'il y a cette externalité-là, comment tu la gères? C'est quoi le coût qui est porté? C'est quoi la règle qui est la plus efficace pour réduire cette externalité-là? On a tous des manuels là-dessus. C'est juste qu'il faut que tu aies vu avant certaines bases. Et la plupart des gens n'ont pas le temps de se rendre aussi loin ou décrochent après le premier cours. Peut-être que les économistes sont en faute ici parce qu'on n'enseigne pas de la bonne manière. Mais quand les gens disent « les économistes n'ont rien à dire là-dessus », désolé, au nombre d'articles que j'ai écrits, j'en ai plusieurs sur des questions environnementales. J'en ai 2, en fait, qui est dans Social Science Quarterly, où est-ce que j'explique vraiment plein d'indicateurs environnementaux en lien avec le rôle des institutions, la gestion des externalités, la gestion de problèmes comme les pêcheries, où est-ce que tu n'as pas de droit de propriété, donc tout le monde essaie de se dépêcher à exploiter une ressource et la ressource est exploitée au-delà de son seuil de récupération naturelle. Aucun intérêt à la renouveler. Exactement. Ou c'est que les gens valorisent tellement le présent qu'ils sont prêts à saccager l'avenir. Tu as plein de problèmes comme ça qui existent. On a plein de choses à dire là-dessus, les économistes, mais quand quelqu'un arrive avec économie circulaire, ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'économie de napkin. Tu as eu économie 101, tu n'étais pas satisfait de ce qu'il y avait là-dedans, puis tu as présumé que les économistes avaient juste ça à dire. C'est peut-être notre faute comme économiste, je n'ai pas de problème, mais le concept que tu as ajouté après ça, il n'ajoute rien. Non, mais ça revient à ce que tu disais. Ça revient à ce que tu disais avant, Vincent. Tu prends une version caricaturale de ce que dit quelqu'un, puis après, ben, tu trouves un moyen de développer un discours là-dessus. Moi, ça, je l'ai. C'est dommage, mais moi, je l'ai constaté souvent à l'université. Combien de personnes que j'ai connues qui faisaient des maîtrises ou commençaient un doctorat, puis ils parlent de trucs en réalité qui n'existent même pas. Alors, moi, j'ai fait mon truc sur la dérive du capitalisme entre telle année et telle année. Là, tu essaies de savoir un peu de quoi la personne parle, puis en réalité, elle parle de rien. C'est comme les gens qui parlent de Big Pharma. Tu es comme, c'est qui ça, Big Pharma? C'est Johnson & Johnson? C'est qui? Ah, ben, c'est Big Pharma. Puis, tu sais, on pourrait appliquer ça à n'importe quoi. C'est un groupe secret, Frank. Tu comprends pas. It's the Christmas Grinch. Oui. Mais tu sais, puis là-dessus, on peut faire, moi, je peux faire amende. J'allais dire, je peux faire amende honorable parce que on fait tous ça à quelque part à un moment donné quand on dit les woke, la gauche, les socialistes. Évidemment, c'est des raccourcis de langage, puis si tu y réfléchis, ça réfère pas nécessairement tout le temps à des personnes. Il y a une différence. Tu peux utiliser le raccourci de langage à des fins de concision dans certains discours que tu as. Ça ne veut pas dire que tu penses comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a une grosse différence. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui croient bien dur que Big Pharma existe, par exemple. Puis là, il y a une concertation, puis c'est un groupe secret, là, puis ils vénèrent le poste DI en cachette. Là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que quand tu arrives, puis dans une conversation, tu peux, sans dire Big Pharma parce que tu ne veux pas passer pour un oui, tu peux dire les pharmaceutiques. Ouais. La réalité, si tu parles au président de Pfizer, puis de Merck, puis tout ça, ça se peut qu'il n'y ait pas toute la même opinion sur le sujet. Là. Ça, c'est la vraie. Ouais. Mais pour faciliter le langage, tu dis les pharmaceutiques. Je vais donner un exemple sur les pharmaceutiques. Ma blonde a travaillé pour le Cyrano à Montréal pendant un bout. Elle avait travaillé sur un rapport sur les approvisionnements des hôpitaux en médicaments. Et donc, tu avais les négociations qui se faisaient. Et au Québec, tu n'as pas une tonne de fournisseurs pharmaceutiques. Donc, tu penserais que il y a peut-être de la collusion, mais même avec un nombre très limité de firmes, ce qu'elle décrivait dans son rapport, c'est qu'il y avait un paquet de différents contrats qui existaient avec des clauses secrètes entre l'hôpital et le fournisseur. Je ne me souviens plus des détails, mais ce que tu voyais, c'était qu'il y avait clairement, même avec un nombre limité de firmes, une complète incapacité des compagnies de faire collusion sur des prix. Donc, il s'offrait, par exemple, la meilleure manière que tu vois ça souvent, c'est les rabais sur le volume. Les rabais sur le volume, tu vas mettre un tag price dans les discussions, mais ce n'est pas le prix qui va être payé par le consommateur.
ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une négociation, puis la négociation va se faire en fonction de l'élasticité de la demande du client. Et là, mais ça sera, le rabais ne sera pas rapporté. Puis c'est la même chose, by the way, avec les universités. Hein. Aux États-Unis, il y a toujours des tag price, mais il n'y a personne qui paye le tag price aux États-Unis, à part les enfants de riches qui répondent honnêtement au questionnaire, parce que l'université, ça te pose une question, c'est quoi le revenu de tes parents? Qu'est-ce que tes parents ont comme métier? Quel est le niveau de ton épargne? Tout ça, c'est des questions pour savoir c'est combien tu es prêt à payer. Puis là, quand ils vont trouver, mettons, tu dis que tu es d'une famille pauvre, que tes parents sont menuisiers, tu vas avoir un rabais ou un scholarship. Tu vas avoir, voici le scholarship spécial François qui est fait pour les gens de ta particulière ensemble de caractéristiques uniques. Ben, donc, tes étudiants de premier cycle, par exemple, il y a combien de gens qui ont des scholarships dans ta classe à peu près? C'est-tu quelque chose que tu sais? Ici, je ne le sais pas, mais quand j'étais, par exemple, à Bates, qui était le collège avec le plus haut tag price aux États-Unis, on m'avait dit qu'à peu près 90% des étudiants avaient un rabais ou un autre sur le tag price qui était en public. Donc, techniquement, tu le voyais, si tu prenais le nombre d'étudiants fois, parce que c'était juste des étudiants de bac, tu prenais leurs frais, fois le nombre d'étudiants, tu devrais avoir les revenus de l'université provenant des frais de scolarité. Puis c'était nettement en dessous de ça. Tu le voyais dans les rapports annuels. La raison, c'est que tu avais tout le temps des rabais qui étaient offerts pour X ou Y étudiants. J'ai une question vite faite. J'ai tapé un podcast qui va être dans une couple de dimanche, qui va être affiché sur la chaîne YouTube par rapport justement aux jocks, donc les sportifs, comment c'était vraiment plus facile pour eux de rentrer à l'université de leur choix que tous les autres. Ce qui a développé un marché incroyable au niveau des sports high school. Puis honnêtement, c'est un livre qui est super bien fait que j'ai lu par rapport à ça, mais peu importe. C'est-tu le cas dans l'université où ce côté ou est-ce que les jocks ont vraiment plus de facilité aussi à rentrer? Parce qu'on dit que même tout récemment, les sportifs ont maintenant plus de facilité à se faire accepter à l'université que les minorités visibles dans plusieurs universités. Ça, franchement, je ne le sais pas. Je sais, par exemple, que les étudiants qui jouent pour des ligues de football collégiales ne peuvent pas être payés. Ouais. Alors, l'université, pour les attirer, leur offre plein de petits avantages qui sont probablement plus coûteux que leur donner le montant en argent. Que tu dis, ben, combien tu valorises tout ça? OK, ben, je te donne ça en cash. Ça coûterait moins cher aux universités de donner ce montant-là financièrement. Ça, je n'ai jamais compris d'où vient la règle. Je ne suis pas un expert sur le sport collégial aux États-Unis, mais tu avais une règle qui dit que tu ne peux pas payer. Puis c'est pour toutes les universités. C'est une règle NCAA, ça. C'est ça, je me disais. Je me disais que ça doit être ceux de la franchise. Mais je ne sais pas pourquoi cette règle-là existe. Ça ferait plus de sens de les laisser être payés. Ça coûterait moins cher aux universités. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, là, plus les concepts que tu utilises... Prends une question. Ouais, mais on prend une question après ça. Direct après, je m'en vais avec une question. Mais ce que j'allais dire, c'est que plus les concepts qu'on utilise sont larges, plus ils sont grands, ben, plus ils englobent de trucs, moins ils sont clairs, puis moins ils réfèrent à des trucs précis. C'est pour ça que moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Là, tu jases avec des gens. Ah ouais, tu fais un podcast, blablabla, tu parles de quoi là-dedans? Bah, ça parle de plein d'auteurs, là, mais grosso modo, beaucoup d'auteurs qui viennent du mouvement, là, mettons, libertarien. Puis là, tu parles de ça. Puis là, eux autres, ils ont entendu un jour dans leur tête libertarien. Ils ont entendu ça ils ont entendu coller à ce concept-là le mot droite. Et dans leur tête, automatiquement, tu es devenu quelqu'un qui pense que l'homosexualité, c'est une maladie mentale. Là, tu es comme, mais Christ, par quel chemin intellectuel on peut arriver à ce genre de truc-là? Bien, on peut arriver à ce genre de truc-là parce que le mot droite correspond à tellement de sensibilités et d'idées différentes qui n'ont aucun rapport entre elles que ben, ça finit par avoir autant là-dedans un libertarien que Boris Johnson, que Bolsonaro. Puis là, tu sais comme, mais ces gens-là n'ont aucun rapport intellectuellement ensemble. Ils appartiennent à une même famille selon qui? Là? Qui a décidé que ces gens-là sont... Si tu penses vraiment que la politique se divise entre gauche et droite, ça veut dire que tu as deux types de personnes. Ce qui est complètement loufoque. Comme c'est tout aussi... Les mauvais. Exact. Comme c'est tout aussi... On sait qui est quoi. Hein? Pourquoi l'astrologie, c'est quelque chose de loufoque? C'est pas parce que c'est Jojo Savard qui fait l'astrologie.
c'est pas parce que de croire des affaires divines ou tout ça, c'est un peu weirdo. C'est juste à la base de penser qu'il y a 12 types de personnes sur la planète, c'est stupide. Imagine quand tu penses qu'il y en a rien que deux. Ouais. Écoute, moi, je serais bien fan. Je serais bien fan d'avoir Jojo Savard comme député et premier ministre plutôt que ceux qu'on a maintenant. Puis comme disait Bill Buckley aux États-Unis pour le temps de National Review, I would rather take the first 400 people in the phone book than the faculty of Harvard University as rulers. Hey, mais hein, je suis 100% d'accord avec ça. En moyenne, je suis convaincu que prendre un échantillon aléatoire de 125 personnes au Québec serait supérieur à la sélection de 125 députés par élection. Oh oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les jurys. Ouais. Mais quel pourcentage de députés a un penchant narcissique? 100% sacrément. Regarde, pas compliqué. Au pire, si tu as vraiment un échantillon atroce une année, réduis la durée du mandat. Oh, et puis tu peux rebrasser aussi. Là, à un moment donné, tu te dis, regarde, on cale brasse, on va réessayer. Hey, Non, tu te dis 125 personnes. Au pire, tu augmentes l'échantillon. Tu augmentes l'échantillon puis tu réduis le mandat. Ouais, c'est clair. La prochaine question est un peu longue, mais je la trouvais intéressante parce qu'elle amène un point. Un point qu'on n'a pas parlé souvent, c'est Bruno qui la pose. Il dit ce serait intéressant que vous abordiez le marché du travail et la façon dont les salaires sont déterminés pour défaire le mythe assez répandu selon lequel, dans une relation employeur-employé, l'employeur profiterait de l'employé. Puis il dit j'écoute parfois Pierre-Yves McSween qui parle de ça et j'ai lu son dernier livre et je trouve tout à fait déplorable, étant donné son influence, qu'il avance souvent que les actionnaires profitent du travail des travailleurs pour s'enrichir. Puis là, il dit, dans la même ordre d'idée, je viens de lire une chronique dans un journal qui mentionne que quand il va chez McDo, McDo fait de l'argent sur son dos. C'est un peu, en fait, le même point qui est amené. Là. Elle est fantastique, sa réponse à Bruno, sa question à Bruno. Puis honnêtement, c'est un de mes points que j'essaie de parler le plus souvent possible quand j'ai la chance de parler un peu d'économie à la radio parce que je suis un peu tanné que les employeurs passent toujours pour les méchants dans l'histoire. Dites-vous une affaire, comment qu'un employeur pense réellement? Première des choses, vous seriez surpris comment la profitabilité réelle d'une entreprise par rapport aux revenus dans plusieurs domaines, c'est deux chiffres qui sont très différents, dans le sens que tu peux avoir un chiffre d'affaires de 10 millions par année puis avoir une profitabilité de 200 000. Donc, ça veut dire qu'à toutes les fois que tu bouges un des paramètres de ton entreprise, la profitabilité, là, elle peut disparaître comme ça, première des choses. Deuxième des choses, des employés, tu n'es pas là pour les exploiter. Tes employés, tu es là comme entrepreneur pour les garder à long terme généralement. Ça veut dire qu'il faut que tu les paies assez pour qu'ils veulent rester, mais pas trop non plus pour attaquer ta profitabilité. Il faut que tu restes dans des paramètres qui sont intéressants. Il y a une chose qui fait que ça fonctionne, ça, c'est qu'il y a de la concurrence pour les employés. Exactement. C'est sûr que si je dis à une entreprise, ben, c'est toi qui décide d'embaucher qui tu veux, puis il n'y a personne d'autre qui peut embaucher sauf toi. Puis si tu engages un employé, tu le gardes 5 ans, garanti. Oui, c'est ça. Oui, bien, ça, c'est des affaires, ça, c'est le genre d'affaires que là, tu pourrais avoir techniquement, enfin, pas techniquement, tu vas avoir de l'exploitation. Exact. C'est ce qu'on appelle du labor coercion. Puis, comme les trucs d'environnement tantôt, on a des manières d'expliquer ça comme économiste. C'est-à-dire que tu donnes un monopsone, qu'une seule personne ou un nombre sélect de personnes décide, peuvent faire de la collusion sur le nombre de personnes à embaucher et donc ils fixent le prix du travail en fonction de leur profitabilité. Mais plus tu as un nombre élevé d'employeurs qui se font concurrence entre eux, plus les chances que de la collusion se fasse entre employeurs pour baisser les salaires et ça devient de plus en plus bas. En fait, ça devient presque zéro, en fait. On a des manières de tester, juste pas de tester, mais genre de modéliser la chose, même avec des modèles hyper irréalistes qui sont super biaisés dans le sens de Pierre-Yves McSween. Avec 3 ou 4 employeurs dans une localité, tu n'as plus aucun pouvoir de collusion. Genre, il faut. Fait que, ça te montre à quel point il faut vraiment que tu ailles des situations vraiment extrêmes pour que ça arrive. Mais fine, ça peut arriver des fois, le point, c'est pas ça, mais dès que tu as un peu de concurrence pour les travailleurs, puis que les travailleurs peuvent comme faire bye-bye, ben, c'est plus de l'exploitation, en fait, ce qui se passe.
c'est que les travailleurs vont se faire concurrence pour des employeurs, les employeurs vont se faire concurrence pour des employés, c'est réglé. Puis non seulement ça, mais quand il dit qu'après ça, c'est les actionnaires qui font les employés, bullshit. Bullshit, parce que si tu es un employé puis tu mets de l'argent de côté, puis que tu es employé productivement à un salaire productif, puis que tu mets ton argent à la banque va se faire compétition pour acheter des actions qui vont devenir ton fonds de retraite. Donc, tu vas avoir une partie des bénéfices. Puis à la base, Vincent, là, comment tu veux être crédible quand tu as une entreprise bien gérée? Quand tu es comptable, non. comme Pierre-Yves McSween. Tu sais, moi, je suis plus généreux que toi, je tombe même pas là-dedans. Non, à moyenne, quand les comptables parlent d'économie, ça me tape ses nerfs. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils comprennent parce qu'ils ont déjà ouvert un livre de compte. Hey, no shit, j'ai passé 3 ans dans des archives. Parce qu'ils ont déjà ouvert un fichier Excel. Tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que tu as des mauvais employeurs. Tu as des mauvais employeurs, tu as des bons employeurs, tout ça. Comment tu fais pour déterminer qui est un bon employeur, qui est un mauvais employeur? Regarde le taux de roulement. Quand tu arrives dans une business avec un taux de roulement très faible, tu sais que c'est un bon employeur. Je veux dire, les employés, naturellement, choisissent de rester. Puis, il y a d'autres personnes qui vont être des bons employeurs dans des marchés où est-ce que c'est dur d'avoir un bon taux de roulement à la base aussi, là. Un bon taux de rétention. Non seulement ça, mais ça peut être aussi des bons employeurs sur d'autres choses que juste comment ils sont gentils avec leurs employés. On avait parlé il y a une couple de semaines de comment un employeur qui est une ordure, pour attirer dans un marché compétitif des gens, va devoir, parce que la qualité de d'autres dimensions de l'emploi qui demandent, il faut que tu les compenses autrement. Ben, qu'est-ce que tu vas offrir? Ben, tu vas dire, écoute, je vais te parler comme de la marge, je vais t'insulter, mais je vais te payer 2 fois le salaire que tu as ailleurs. Tu as des gens qui vont rester là, qui vont avoir un bas taux de roulement, même si la job est psychologiquement chiante, mais il y a des gens qui sont prêts à être payés plus cher pour des jobs déplaisantes. Puis, si tu as un problème avec ça, ben, offre plus de concurrence, offre plus d'options aux travailleurs en augmentant la compétition pour des employeurs pour des employés, excuse-moi. Mais moi, je revire un peu ça sous forme de question. Si c'est si facile que ça d'être un employeur qui exploite les autres, parce que c'est ça qui est sous-entendu dans le propos des gens qui pensent ça, pourquoi est-ce que tous les êtres humains ne veulent pas être entrepreneurs et propriétaires d'entreprise? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui choisissent sciemment d'être des salariés? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens intelligents et il y a des gens stupides. Puis que les gens stupides ne sont pas capables d'apprendre de quoi que ce soit, puis ils ne sont pas capables de répondre aux incitations. Donc, tu as des good people, smart people and idiots. Ça c'est sérieusement, dès que ton explication de quelque chose dépend de il y a des imbéciles, c'est pas une bonne explication. Ouais, c'est un peu ça. Là. Parce que quand tu es en train de dire que les gens sont des imbéciles, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils répondent à 0 incitation. Tu peux leur offrir 2 fois le prix, 3 fois le prix, 4 fois le prix, puis ils vont faire la même chose. Il y a du monde qui, effectivement, à un certain niveau, à un moment donné, tu augmentes le coût de l'erreur de 4 fois. Ils vont peut-être continuer de faire la chose parce que 4 fois une erreur qui est si peu coûteuse, ça ne vaut pas la peine de changer ou d'explorer l'autre option. Mais éventuellement, ils vont changer. Si tu dis que jamais ils vont changer, qu'ils vont continuer de faire une chose stupide presque éternellement, puis que toi, tu as tout compris, puis eux, ils n'ont rien compris, ça, c'est encore pire, c'est parce que tu es en train de dire que leur comportement est 100% inélastique. Fait que quand tu as des courbes d'offres et de demandes dans le monde pour eux, tu as une courbe de demande, puis tu as une courbe d'offres qui sont là comme ça, puis jamais ils se touchent, jamais ils se rencontrent, sauf quand les gens brillants comme eux font en sorte que les 2 courbes, ben là, on va déplacer celle-là pour qu'elle soit parfaitement par-dessus. Idiots. Oui, puis si, mettons, on arrivait demain matin, puis tu as une entreprise, mettons, qui était très, très, très profitable. Tu sais, je veux dire, la marge de profit est énorme. Puis, tu as des barrières à l'entrée, fait que c'est quand même difficile d'être compétitionné. Tu sais, c'est vraiment le système parfait. Puis, tu te mets demain matin à arriver puis à payer tes employés plus que ce qu'ils valent. OK? Mettons, tu as des employés qui, normalement, dans leur classe ouvrière, devraient être à 40-45 000 par année. Toi, tu payes 100 000 par année. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, éventuellement, tu vas te ramasser dans une position où est-ce que ces employés-là, qui savent qu'ils sont mieux payés que ce qu'ils devraient, pourraient arriver puis simplement diminuer leur rendement ou diminuer leurs heures travaillées. Parce que de toute façon...
c'est drôle que tu dis ça, mais dans les secteurs où est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, c'est 99% du temps là que tu vas trouver où est-ce que les syndicats se forment. Parce que si tu as des barrières à l'entrée et que tu agis un peu comme un monopoliste, le résultat d'agir comme un monopole, c'est que tu fais des surprofits. Et l'effet de ça, c'est que ça attire justement des gens qui voudraient une partie de ces surprofits-là. Donc, quand tu regardes une rente, exactement, quand tu regardes les secteurs que les syndicats ont occupés en premier, généralement, sans aide de l'État, c'était des secteurs comme les voies ferrées. Donc, c'est très difficile d'ouvrir une nouvelle voie ferrée compétitrice. L'électricité, les systèmes d'infrastructure des eaux, les sidérurgies. Les sports professionnels. Oui, c'est pas arrivé là en premier, mais je veux dire, pourquoi les joueurs professionnels sont syndiqués, entre guillemets? C'est parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont gigantesques, il y a des profits qui sont gigantesques, puis ils veulent leur part du gâteau. Il s'est signé des contrats de 325 millions des majeurs la semaine passée. Mais la raison pourquoi... Mais l'effet que ça a, ça, si tu acceptes cet argument-là, puis il y a des gauchistes qui seraient ça comme « Oh, Vincent, il a dit que tes syndicats peuvent être bien. » Mais ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, c'est que par définition, je viens de réduire le problème du monopole. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as un monopole, le comportement de l'employé change. Il veut s'arranger plus ici. Exactement. Donc, une firme qui est en situation de monopole, pour ne pas partager sa rente, doit produire un peu plus que si elle était un pur monopole, justement pour faire une déterrence de la syndicalisation. Et le résultat, ça veut dire que les prix vont être plus bas, que la quantité va être plus grande. Ça ne sera pas celui d'un équilibre parfaitement compétitif ou très compétitif, mais ça ne sera pas celui du monopole. Parce que les comportements changent une fois que tu entres dans cette condition-là de tu es la seule firme sur le marché. C'est pour ça que ce que ça veut dire, c'est que les monopoles vont être encore moins prévalents que ce qu'on s'attend à cause de ce mécanisme-là. Puis des choses que je vais voir, moi, de mon côté, des fois, Fait que si un gauchiste veut me mordre cette balle-là, puis dire, regarde, Vincent, il a défendu le syndicat, go ahead, bite that bullet. I'll be super excited. Ce que j'ai déjà vu, par exemple, dans le monde des conseils financiers, mais pas vers les individus, plus au niveau des entreprises. Donc, que ce soit les assurances de dommages d'entreprise, les régimes de retraite, ces affaires-là. Souvent, c'est quand tu vas chercher des grosses entreprises, quand tu travailles avec la moyenne et grande entreprise, pas la petite PME, là, tu te ramasses vraiment dans des situations où est-ce qu'une entreprise peut être extrêmement productive dans ce service conseil-là parce que les revenus sont gigantesques pour avoir très peu de clients. Sauf qu'assez rapidement, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est quand tu as un bon vendeur dans ton équipe qui va générer, mettons, 600 ou 700 000 de facturables, si tu le payes juste 100 000 par année, tu vas avoir un problème, ce ne sera pas long. Là. Parce que le gars, s'il sait que c'est lui qui a la relation client avec ces clients-là, justement, qui sont très peu nombreux, tu le payes juste 100 000 par année, puis tu récoltes 650 700 000 d'honoraires de ton côté, qu'est-ce qui va arriver? Il va partir, puis il va essayer de se sauver avec les clients. C'est sûr que tu peux t'en sauver un peu en lui faisant signer un non-compete, mais encore là, tu ne peux pas avoir un non-compete qui l'empêche de partir avec les clients pendant 10 ans. Souvent, les non-competes vont durer 2 ans à peu près, puis ils peuvent être challengés en cours quand même assez facilement aussi. Donc, tu es vraiment dans une position que assez rapidement, tu dis, si le gars il est vraiment bon, puis il a vraiment une relation client exceptionnelle, tu vas le rencontrer toi-même, tu vas aller de l'avant avec lui, tu vas dire, on augmente ton salaire, on augmente ton salaire, on augmente ton salaire, pour le garder toujours satisfait. Pour pas qu'il réalise qu'il pourrait partir avec tous ses clients-là, partir de sa propre shop, puis aller chercher le 700 000 de revenus à lui tout seul. Puis des fois, même si tu pousses la dose à y donner jusqu'à peu près la moitié de ces revenus-là, parce que c'est souvent ce qu'on va voir dans l'industrie, tu peux même arriver et te dire, ben, écoute, tu es tellement performant, on va te donner des actions d'entreprise. Tu en viens à cette solution-là. Il n'a pas eu besoin d'être syndiqué, le gars. Mais l'affaire, c'est que justement, tu ne peux pas arriver et dire, moi, comme entreprise, je suis dans une position où est-ce que je peux pas payer ce gars-là. Il y a la relation client, je suis un peu prisonnier de ça. Puis parce qu'on est dans un monde compétitif, puis encore là, même si j'ai fait un non-compete avec, qui est une forme de barrière un peu à l'entrée à ce que lui démarre sa propre entreprise, ben il va peut-être le faire pareil. T'sais.
Fait que faut pas penser que c'est pas si fluide que ça. La compétition est très, très, très élevée pour la plupart des employeurs. C'est rare les employeurs qui ont des barrières à l'entrée. Mais quand la compétition est élevée, plus souvent qu'autrement, les employés sont payés au juste prix. Puis on le voit présentement. Au McDo, le salaire il est en train d'augmenter. Pas parce qu'on a augmenté le salaire minimum, c'est parce que c'est ça, il manque de travailleurs un peu, puis il n'y a pas assez de business qui ont fermé. Dans ce secteur-là, il manque de gens. Ben, les salaires montent. Mais oublie pas, en fait, on va faire le Elizabeth Warren School of Economics. Quand les prix augmentent. Ça, c'est pire que Martine ou c'est mieux, ça? Ah, c'est pire. Parce que là, il y a eu ces commentaires de Thanksgiving que le prix de la dinde augmente parce que les compagnies font preuve de plus grande avarice. Naturellement, ça veut dire que quand les prix baissent, les compagnies sont généreuses. Ça, là, c'est de l'économie. Mais il y a du monde qui y croit quand il a dit des niaiseries de même. Oui, puis il y a des gens qui croient Martine Ouellette quand elle dit des niaiseries. Ou François Je n'ai entendu une pas pire. Ou Éric Duhem. Je n'ai entendu une pas pire hier aussi. C'était le gars du NPD qui disait, vous savez, pour vaincre la pandémie, on devrait tout abolir ça, les brevets, et permettre aux pays pauvres de développer leur propre vaccin. Sais-tu quoi? J'ai pas de problème à abolir les brevets. Pour vrai, là, franchement, je pense qu'il y a un argument à faire contre le système de propriété intellectuelle. Parce que ce que tu fais, c'est que tu crées des monopoles. Dans plusieurs des cas, c'est vraiment difficile parce que la raison qu'on fait ça, c'est qu'on se dit qu'on fait des brevets, on se dit que sans les brevets, les gens n'auraient pas l'incitation à développer une nouvelle technologie parce qu'elle serait si facile à copier. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs technologies que ça ne vaut pas la peine de les copier. Donc, il y a ça d'une partie. Oui. De l'autre partie, sont trop coûteuses à copier. Donc, par exemple, ça fait 150 ans qu'on ne sait pas c'est quoi le secret de Coca-Cola ou le secret de la Caramilk. Donc, c'est tellement coûteux de... Non, mais des secrets industriels, c'est que tu caches l'information d'une recette, d'une manière de fabriquer quelque chose de telle sorte que tes concurrents ne peuvent pas te voler ta marque de commerce, ne peuvent pas copier ta marque de commerce, que tu fais des investissements tellement spécifiques que copier, c'est trop coûteux. Ouais. La situation dans laquelle il y a vraiment un problème, c'est où est-ce que l'innovation est tellement coûteuse, donc de développer un nouveau produit, c'est très coûteux, mais que copier est infiniment cheap. Ouais. Mais là, je pense pas que le point, c'était copier. C'était faire son propre, un peu comme Cuba a fait. Là. Le vaccin cubain. Là, à date, ça n'a pas l'air à marcher fort. Oui, parce qu'il y en a tellement des vaccins à Cuba. Ils n'étaient pas dans la rue il y a une couple de semaines à cause du fait que... c'est les meilleurs médecins au monde. Ouais, c'est ça. C'est pas fin, ça, Vincent. C'est sûr que quand tu forces 1% de ta population à être médecin, il y a des bonnes chances que tu en pognes une couple qui sont naturellement bons à faire ça. Le problème, c'est que quand tu vas à Cuba ou que tu rencontres des médecins cubains, souvent, ils vont être des bartenders à la place. C'est pas une joke. Il y avait un article dans Bloomberg il y a une couple d'années où est-ce qu'il disait qu'à peu près 10% des bartenders dans un des hôtels que les étrangers ont le droit de venir étaient des médecins. Ça veut dire, parce qu'ils sont très éduqués. C'est une bonne place pour eux. C'est de valeur que le bœuf soit dégueulasse à Cuba, parce que ce serait une bonne place pour manger des steak and eggs à tout le matin puis péter d'une crise cardiaque. Tu es en bonne sécurité. Le bartender, c'est un médecin. Ouais. Sais-tu c'est où tu manges les meilleurs? Sais-tu c'est où tu manges les meilleurs sandwichs cubains? Parce que les Cuban sandwichs, c'est amazing. Ah, c'est super bon. Où est-ce que tu manges les meilleurs sandwichs cubains? Miami. Exactement! Ouais, pas surpris. Tu vois, ce qu'on appelle aussi Cuba du Nord. Ben, tu sais, c'est parce que à la base d'un bon sandwich cubain, il faut quand même que le bœuf soit en santé. Là. Oublie en santé, il faut qu'il en aille. Tu peux le faire avec de la viande pas top, là.